Alors cette communauté d'agglomération, elle est effectivement de création récente, elle date du 1er janvier de l'an dernier. La construction communautaire, je le rappelle, c'est un processus de travail commun. Nous définissons ensemble avec les 3 villes quels sont les périmètres de compétences et aussi les articulations dont nous parlons qui doivent se trouver entre la communauté d'agglomération et les villes pour voir effectivement quelle est, et merci de le rappeler, la valeur ajoutée de la communauté d'agglomération. Lorsqu'il n'y a pas de valeur ajoutée définie et lorsque 2 villes, par exemple, travaillent ensemble, il n'y a aucune raison de créer un échelon supplémentaire qui ne créerait pas de valeur ajoutée, je tiens à le rappeler. Et d'autre part, plus que tout autre, moi je suis attaché à nous donner les moyens de mesurer des résultats sur le terrain. Dans tout ce que nous faisons, effectivement, essayons, et je crois que c'est valable pour tout le monde, aussi d'évaluer par rapport aux moyens mis en place quels sont les résultats. Donc, avec ces principes de travail, nous avançons par étapes. À quoi peut servir une communauté d'agglomération ? Alors, il y a un sujet et une raison qui est, à mon avis, non négligeable, mais qui est sans doute la plus mauvaise, ou en tout cas la moins pertinente, c'est celle de mettre en commun des moyens. Mais elle est franchement pas inutile. Donc effectivement, la communauté d'agglomération a des recettes propres qui viennent de la réforme de la taxe professionnelle, et bien évidemment, nous avons des actions emploi-formation et un budget. Sur ce budget, nous participons d'ailleurs au financement de ce séminaire et nous pouvons engager effectivement des moyens et notamment nous allons recruter probablement dans les mois qui viennent un chargé de mission emploi parce que notre équipe aujourd'hui est extrêmement réduite. Je dirais c'est à la fois l'une des plus utiles et l'une des plus mauvaises raisons de se mettre en coordination parce que les moyens sont une chose, mais au service d'objectifs ambitieux. Lesquels ? Eh bien, on s'aperçoit que dans le monde économique et dans le monde institutionnel qui nous dépasse, c'est-à-dire au niveau régional et national, le poids des institutions locales compte de plus en plus quand elles fédèrent leurs énergies. Alors, avant de parler strictement d'insertion, je rappelle qu'en matière d'emploi et d'économie, les collectivités sont sollicitées dans des débats d'ordre national. En ce moment, c'est le Grand Paris, le Grand Roissy, et que là-dessus, il faut qu'on fasse entendre notre voix pour sortir d'une certaine image, je dirais très typée, qu'on ne connaît que trop bien, des types d'emplois utiles et correspondant à ceux de nos banlieues, qui sont des types d'emplois moyennement ou peu qualifiés, qui sont des types d'emplois dans des secteurs bien connus, qui sont toujours ceux qu'on a en tête, effectivement, et qui sont évidemment non négligeables, mais nous essayons de diversifier l'offre d'emploi. Et puis, d'une façon un petit peu plus fine, nous avons, avec des partenaires institutionnels, des dialogues en ce moment prospectifs sur la mise en place de dispositifs de prévision d'emploi. Et je crois que là aussi, en quelques mots, c'est un cadre de travail extrêmement intéressant. Inutile de dire que nous travaillons de façon très étroite avec Aéroports de Paris qui se trouve juste à côté de moi et que je salue bien et très amicalement. Nous essayons justement de donner une prospective ensemble à un certain nombre de phénomènes de modification des métiers, d'intrusion, d'incursion technologique dans des métiers qui se retrouvent finalement de plus en plus valorisés, mais aussi de plus en plus difficiles d'accès. Et donc, nous travaillons aussi sur des parcours de formation et tout ce qui va pouvoir solidifier et enrichir l'emploi. Bon, ça, c'était des généralités. Excusez-moi d'avoir été très long là-dessus, mais c'est vraiment un cadre de travail général. Concernant l'insertion, effectivement, on s'aperçoit que la communauté d'agglomération peut avoir un rôle de coordination et de pilotage, notamment comme entrée unique ou en tout cas point d'entrée unique pour certaines très grandes entreprises qui sont ravies, entreprises et organismes au sens large, bien sûr, qui sont ravis de ne plus avoir une multiplicité d'interlocuteurs lorsqu'elles doivent mettre en place et mettre en œuvre une clause d'insertion. Donc, dans les processus de travail, la valeur ajoutée de la communauté d'agglomération, c'est effectivement, et on va le développer tout à l'heure, c'est effectivement de renforcer la coordination. Ensuite, dans le dialogue avec certains partenaires, c'est justement d'exiger chaque fois que possible l'inscription d'une clause d'insertion. Alors, parmi les grands projets, mais il y en a d'autres et on va les citer cet après-midi, il y a un projet de zone économique d'envergure internationale située sur le sud de l'aéroport, la ZAC Sud CDG, qui est une zone économique de 200 hectares et qui est pilotée et aménagée par la FTRP. Il y a 1 an et demi, la communauté d'agglomération n'existait pas et la FTRP traitait le projet avec la ville de Tremblay. Aujourd'hui, nous avons une convention partenariale avec la FTRP
qui permet de savoir exactement quels sont les objectifs économiques, de qualité de vie, d'urbanité, d'emploi, de transport et de vie en général qui vont se situer sur cette ZAC, mais au bénéfice des habitants des 3 villes. Et à ce titre, nous avons inscrit dans le protocole une clause d'insertion de 7% des emplois qui visent tous les travaux d'infrastructure que la FTRP va devoir réaliser pour viabiliser la ZAC. Donc cette relation institutionnelle privilégiée, nous l'avons avec la FTRP et bien évidemment on continuera de l'avoir en deuxième rideau, si je puis m'exprimer ainsi, avec les entreprises qui vont s'implanter sur la ZAC. Parce qu'effectivement, dans les négociations de terrain, nous serons très vigilants à voir quelles sont les dispositions pour l'emploi. Donc, coordination, relations institutionnelles au moment où c'est pertinent, et toujours recherche de valeur ajoutée terrain pour éventuellement simplifier et appuyer un certain nombre de circuits de décision et d'action qui sont parfois un petit peu compliqués, un petit peu épars. Là encore, dans certaines étapes de travail, si la communauté ou les services de la communauté devaient être un échelon de retard et de complexité supplémentaire, nous nous retirerions, c'est un mot difficile à dire, des processus. Je ne veux pas que ça freine, je veux au contraire que ça pousse. Il faut que ce soit très clair. Tout à fait. Les entreprises qui souhaitent s'implanter sur un territoire prennent en compte un certain nombre de critères. Bien sûr, le côté stratégique du lieu, ce qui sera le cas de notre futur ZAC, mais également du caractère performant ou non de la zone d'emploi en question. Comment les entreprises pourront-elles recruter leur personnel? Donc c'est un élément d'attractivité très, très important. Donc la communauté d'agglomération, donc sa valeur ajoutée va être dans la simplification, va être dans l'anticipation, pour pouvoir après travailler sur les parcours d'insertion, va être sur la consolidation des parcours et va être sur le soutien aux initiatives. Alors sur tout ce qui est simplification, Marc Gentilhomme l'a évoqué, l'idée est d'être le point d'entrée vis-à-vis des grands donneurs d'ordre. Donc ces donneurs d'ordre évidemment sont concentrés sur leur métier, le métier de l'entreprise, et il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent l'importance, la diversité, la richesse des structures d'accompagnement des publics. En revanche, il est important qu'il y ait un relais qui soit fait donc entre l'entreprise et toutes ces structures. Alors autre chose aussi, sur cet aspect précisément de simplification et de rôle de coordination, la communauté d'agglomération a engagé avec les structures un travail de fédération sur les différents savoir-faire, de manière à constituer ensemble une offre de services globale, en s'appuyant évidemment sur les savoir-faire des territoires. La partie anticipation est très très importante aussi, puisque l'idée est très en amont avec les entreprises, de repérer à la fois les métiers, les compétences qui sont nécessaires dans ces métiers, les aptitudes qui vont être mobilisées, et de manière à construire le plus en amont possible des parcours d'insertion qui permettent d'amener les personnes suivies vers le niveau d'employabilité demandé. Ensuite, le travail de la communauté d'agglomération va constituer à étendre le plus possible les différents chantiers et les clauses d'insertion, de manière à consolider les parcours d'insertion. On voit bien que les phases chantiers sont des phases ponctuelles, et les personnes donc qui sont intégrées dans ces opérations ont une expérience, mais courte généralement. Donc il est très important d'avoir une base suffisante de chantier, de manière à construire des parcours beaucoup plus longs, de pouvoir valider à chaque fois les niveaux d'expertise, les niveaux d'expérimentation acquises, et de pouvoir les valider et de construire des parcours cohérents. Donc l'idée, pour la communauté d'agglomération, l'objectif là va être donc de signer le plus de conventions possible pour pouvoir soutenir le travail de terrain des structures. Et le dernier point sera de soutenir les initiatives. Alors de deux manières. La première manière, c'est en confortant les structures déjà existantes.
donc en les aidant de multiples façons, à la fois sur la diversification de leurs activités, mais aussi sur tout le travail de montage des opérations qu'elles initient, mais aussi d'identifier les chaînons manquants et de contribuer donc à la création des structures qui sont nécessaires et qui manquent sur le territoire dans tous les parcours d'insertion. Daniel a bien évoqué la nécessité de construire une véritable offre globale d'insertion. Et donc moi je voudrais revenir sur ce point et voir un peu comment on peut réussir à constituer cette offre globale d'insertion. Alors déjà pourquoi construire une offre globale d'insertion? Parce que quel est l'intérêt? Donc l'intérêt c'est d'une part de pouvoir rassurer les donneurs d'ordre sur l'offre existante en matière d'insertion. Donc les donneurs d'ordre sont représentés ici par les collectivités, mais aussi rassurer les entreprises qui répondent au marché public. Donc je vais détailler un petit peu, mais donc pour pouvoir concevoir cette offre globale d'insertion, il faut absolument que le diagnostic soit fait de quelles sont les structures aujourd'hui existantes sur le territoire, quelles actions ces structures portent aujourd'hui et envers quel public. C'est comme cela qu'on pourra identifier quels sont les savoir-faire et quel est ce socle de savoir-faire sur lequel la communauté d'agglomération peut d'ores et déjà s'appuyer pour concevoir les parcours d'insertion qu'évoquait Daniel et les différentes offres qu'on peut offrir aux entreprises. Donc ce travail de diagnostic, il a déjà été initié par la communauté d'agglomération. Un premier travail a été réalisé et un premier diagnostic, une cartographie des structures a été commencée. Ce travail doit encore se poursuivre et il se poursuit d'ailleurs au sein du groupe emploi insertion qui est en fait une réunion des techniciens issus des différentes villes, issus des structures d'insertion locales sur les 3 villes, issus des associations qui œuvrent en matière d'emploi et d'insertion. Donc le groupe emploi insertion est animé par la communauté d'agglomération Terre de France et permet à des professionnels d'échanger sur des problématiques rencontrées sur le territoire, d'échanger sur des bonnes pratiques également qui seraient à mettre en place, enfin qui sont déjà en place et qui pourraient être mutualisées justement au niveau du territoire. Donc on se rencontre, et je pense que tout le monde ici le sait, que l'offre d'insertion elle existe déjà au niveau des 3 villes. Chaque ville a développé ses parcours, chaque ville a développé son savoir-faire en matière d'insertion. Et que néanmoins, on constate qu'il est nécessaire de mutualiser ces offres, de mutualiser ces parcours. Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est un petit peu ce que j'évoquais en commençant, c'est qu'il faut répondre aux besoins d'efficacité recherchés par les donneurs d'ordre. C'est pas le tout de lancer des marchés publics et en insérant des clauses d'insertion si on ne sait pas si derrière le marché va pouvoir être exécuté, va pouvoir trouver une entreprise qui pourra y répondre, etc. Donc le donneur d'ordre, il veut être rassuré sur cet aspect-là. Et également, l'entreprise de son côté, elle sait qu'en répondant à ce marché, elle doit répondre à ses obligations en matière d'insertion, mais également, elle sait qu'en face, il y a une véritable réponse en matière d'insertion. Une réponse qui sera construite pour elle, sur laquelle elle pourra s'appuyer pour pouvoir mettre en œuvre la clause d'insertion en utilisant les 3 différents leviers. Je ne rentre pas dans les détails possibles, intérim d'insertion, tout ce qui concerne l'embauche directe, etc. Bon. Donc ça c'est le premier point, rassurer les donneurs d'ordre et les entreprises. Mais le deuxième point, et c'est je pense l'essentiel, c'est permettre à nos publics, à l'ensemble de nos publics, de profiter à plein des opportunités qui sont créées par les grands chantiers d'aménagement et les marchés publics lancés sur le territoire de la communauté d'agglomération.
Il y a déjà des exemples concrets hein, de travail en collaboration entre deux villes, pas encore au niveau intercommunal, puisque comme le soulignait Marc Gentilhomme, finalement cette communauté d'agglomération, elle est très, très récente. Donc, mais il y a déjà des initiatives qui ont été portée par une ville et ouverte à d'autres. On est d'ailleurs ici dans le bon exemple, puisque je remercie également la ville de Sevran et Compétences Emploi d'avoir ouvert ce séminaire à l'ensemble des 3 villes de la communauté d'agglomération. Donc ça, c'est un exemple. Moi, j'en citerai un autre donc, qui concerne plus particulièrement Tremblay, qui est celui d'un parcours d'accompagnement vers l'emploi, qui a été pour la première fois ouvert au public Villepintois. Donc ça consiste à une action d'accompagnement qui est conventionnée par le Conseil régional d'Île-de-France et qui s'adresse à un public de demandeurs d'emploi qui ont un besoin d'un appui renforcé en recherche d'emploi. L'objectif étant de valider donc un plan pas un plan de carrière, mais un projet professionnel et de développer l'employabilité des personnes. L'objectif final étant à l'issue des 10 semaines de formation et des 6 semaines d'intégration en entreprise en stage, de trouver un emploi pérenne ou alors au minimum de trouver une formation qualifiante. Donc pour la ville de Tremblay en France et la boutique emploi qui porte ce projet chez nous, hein, qui est l'association locale qui œuvre sur les actions d'emploi menées par la ville de Tremblay, c'est le 5e parcours d'accompagnement vers l'emploi, ou PAV comme on l'appelle, qui a été mis en place. Mais c'est la première fois que le service économique de Tremblay a ouvert le pilotage de cette action au service économique et emploi de Villepinte. Donc ça a permis à deux services, à deux entités de techniciens de travailler ensemble, de partager des bonnes pratiques et de mettre en œuvre une méthodologie d'action, une méthodologie de projet qui soit efficace dans ce projet PAV. Donc aujourd'hui c'est un projet, enfin c'est une action qui est toujours en cours. Il y a 16 personnes qui ont été recrutées sur l'action, dont 5 Villepintois. Donc c'est une première étape. Il y a des exemples comme ça, il y en a d'autres. Il y a aussi la passerelle entreprise qu'on a montée en partenariat avec l'entreprise Les Courriers d'Île-de-France, SIF, ouverte au public sevranais. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser puisque je pense que le temps nous est compté. Mais pour conclure, donc j'insiste sur la nécessité vraiment d'accentuer encore l'effort sur ces mutualisations, d'accentuer le travail pour les multiplier, ces expériences, et de les ouvrir aux 3 villes pour essentiellement vraiment changer l'image aussi que se font les entreprises de cette clause d'insertion qui est souvent encore vécue comme une contrainte imposée, alors qu'on pourrait plutôt... l'enjeu, c'est quand même qu'elle soit perçue comme une vraie opportunité d'employer des gens qui vont apporter quelque chose à l'entreprise. Bon, je suis invité cordialement par une partenaire qui est l'association Beauté Plurielle pour justement comparer les pratiques entre ce qui se fait dans le 93 et ce qui se fait chez nous. J'ai noté sur l'intervention de monsieur Gentilhomme, je crois, c'est lui qui dirige la communauté d'agglomération. Il y a en tout cas une délimitation des compétences à opérer entre ce qui revient aux communes et ce qui peut être transféré à l'intercommunalité. Je parle par exemple de tout ce qui concerne le développement économique et peut-être les relations je dirais interrégionales, par exemple tout ce qui touche vers les perspectives des régions européennes, etc., etc. Et sous-entendu, quels sont les outils que l'intercommunalité peut mettre en place pour justement apporter de la valeur ajoutée aux communes pour justement s'insérer dans ces dispositifs de la clause d'insertion. Parce que nous, dans notre expérience dans le 95, c'est plutôt cantonné dans les chantiers en rue. Et nous pensons que c'est quand même un petit peu réducteur. Le secteur de l'économie sociale et solidaire a des outils, a des compétences pour justement adresser l'ensemble des marchés qui sont ouverts à la concurrence publique. Merci. On a une autre intervention ici, s'il vous plaît.
Moi, j'ai entendu toutes les interventions dans le sens où l'intercommunalité apporterait une plus-value. Mais la question que je me pose, c'est par rapport au public, comment on envisage de construire en tous les cas une réponse de proximité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question étant gérée par chacune des collectivités, on a quand même affaire à un public qui est en recherche de proximité et qui s'adresse à des structures qui interviennent soit dans leur quartier, soit en tous les cas sur leur ville, et donc il y a une certaine lisibilité de ces structures existantes sur le territoire. Comment, si demain la compétence était transférée à l'agglo, on garderait, et est-ce que on a bien en tête que voilà, on a quand même affaire à un public qui a besoin de rendre un peu les choses concrètes, et que c'est vrai que l'agglomération peut être vécue comme quelque chose d'abstrait et du coup peut-être éloigné du quotidien, des préoccupations des publics que ça vise. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés. Alors, effectivement, l'aspect le plus global des prévisions et des relations institutionnelles dont je parlais permet effectivement, avec certains organismes, observatoires ou ministères ou centres d'études, d'avoir effectivement des informations privilégiées, plus peut-être ou plus facilement peut-être comme communauté d'agglomération qu'au niveau de chaque ville. Alors, je parlais du Grand Roissy, du Grand Paris tout à l'heure, c'est des exemples, il y a des instances de travail à Paris. L'idée étant, je le rappelle pour que ce soit clair pour tout le monde, que la communauté d'agglomération dans toutes ces instances de travail ne se substitue pas, elle fédère et elle accompagne des villes. Notamment, il y a eu des travaux qui n'ont rien à voir, mais qui sont quand même des travaux complètement structurants pour le territoire, comme l'emplacement des gares du métro. Lorsqu'il a été question de gares qui impactaient certaines des villes ici, bien évidemment, les villes venaient dans les réunions et on a fait vraiment des débats très larges. Donc, avoir une compétence, effectivement, c'est délimiter certains types de sujets sur lesquels la communauté d'agglomération intervient. En matière économique, aujourd'hui, le train est en marche de définir ce que fait la communauté d'agglomération. Et pour répondre à la question très précisément, aujourd'hui, il y a une délibération qui a été prise l'an dernier pour désigner toute une zone économique qui, pour nous, est évidemment un moteur vital. Ça n'est pas le seul. Concernant le parc des expositions, tout ce qui est autour de l'aéroport et Paris Nord 2. Et là-dessus, effectivement, la compétence de la communauté d'agglomération, aujourd'hui, c'est de contribuer à la promotion, à la communication et au développement de l'ensemble de la zone. Donc, ça, c'est défini. Peut-être que dans d'autres domaines économiques, par la suite, avec des réalités locales, on va pouvoir intervenir. Notamment, la Comaglo est sollicitée, et je trouve personnellement que c'est une bonne idée, pour aider à lutter contre la désertification des centres-villes, et c'est d'ailleurs créateur, et ça maintient de l'emploi et de la qualité de vie, et notamment des actions en faveur du petit commerce. Lesquelles, comment on va travailler là-dessus. Donc c'est vraiment un principe de construction. Pour en revenir ensuite, effectivement, à l'idée, j'espère que je suis clair, des compétences transférées ou non. Effectivement, en principe, dans un certain nombre de sujets, ce que la Comaglo fait, les villes ne le font plus. Et c'est souvent pour ça qu'on parle de transfert de compétences. Là, dans les périmètres où nous sommes, je peux vous dire que l'optique que nous avons n'est pas un transfert. C'est effectivement une compétence de chef de file et de coordination. Par exemple, on va proposer au prochain Conseil sur les grands chantiers, et les grands chantiers, nous en avons. Et on va fixer une barre, parce que la loi nous demande d'avoir des critères tout à fait précis. On va dire que les chantiers de plus de 15 millions sont des grands chantiers, et que là-dessus, la communauté d'agglomération aura un rôle justement de pilote et de coordination pour que les entreprises concernées se trouvent justement avec un interlocuteur unique et une simplification de leurs relations avec tout le monde qui est réuni aujourd'hui ici. Alors cette coordination, justement, elle fonctionne en réseau. Donc le groupe de travail dont on parlait tout à l'heure avec Laurent, c'est évidemment une mise en réseau des compétences et des expériences, chaque ville ayant des savoir-faire et des points forts qui sont souvent similaires, parfois un peu différents sur certaines choses et qui donc peuvent se compléter. Alors les structures d'accueil, Dieu merci, nous en avons, et il n'est absolument pas question de les remettre en cause et donc de les transférer, et il faut oublier le mot transfert, de les transférer dans les services de la Comaglo. On serait bien en peine d'ailleurs parce que nous sommes dans un effectif tout à fait réduit et dans un local tout à fait réduit, et donc les métiers de chacun
et les métiers justement d'accueil, d'insertion et de soutien, parce qu'il y a beaucoup de soutien sur le terrain, soutien psychologique, pratique. Avant de parler d'insertion professionnelle, il faut parler d'insertion sociale, évidemment. Donc tout ça, la Comaglo ne va pas dessaisir les institutions locales et les villes. On va surtout mettre tout ça en réseau. Voilà. Bonjour, notre association Beauté Plurielle, nous souhaitons porter un chantier d'insertion, et ce, dans le domaine des cosmétiques. Donc effectivement, nous, on est un petit peu un ovni de ramener le luxe à un public qui ne peut même pas l'aborder habituellement. Et on a effectivement rencontré ce problème relationnel avec les entreprises de cosmétiques telles que L'Oréal, qui sont quand même implantées à Aulnay-sous-Bois, avec lesquelles communiquer pour justement pouvoir développer ce partenariat de formation professionnelle en interne a été et est encore difficile parce qu'on ne nous a toujours pas répondu. Donc avec le Compétences Emploi, nous soutient énormément sur ce projet, mais les grosses sociétés, les entreprises, nous regardent un petit peu comme, on va dire du petit lait, on n'est pas important, on sert à rien. Alors que dans d'autres pays, parce que là il s'avère que je reviens tout droit du Québec, j'ai assisté à un séminaire comme celui-ci de l'entrepreneuriat social, et eux ça fait 40 ans qu'ils en font. Et effectivement, pour eux, c'était tout à fait logique qu'une entreprise garde une partie de ses bénéfices, de son temps, de son expertise pour former des gens qui n'en ont pas forcément eu la chance auparavant. Et ça leur pose pas du tout de problème. Au contraire, ça permet de réintégrer des gens qui étaient mis au banc de la société et qui, de toute façon, sont des citoyens comme les autres. On a l'impression qu'il y a ceux qui sont formés pour travailler et puis ceux qui, éventuellement, on va pouvoir aider. Donc, c'est vrai que les entreprises ont une responsabilité parce qu'elles ont les moyens financiers. Donc ce serait bien que dans la clause d'insertion, on fasse vraiment ce partenariat parce qu'il y a nous, les associations, qui développons sur le terrain parce qu'on est en contact humain avec ces gens, et les grandes entreprises qui sont entre guillemets les grands méchants, mais qui ont l'argent et l'expertise pour encadrer des gens qui, eux, n'ont pas ces moyens d'études, d'aptitudes, quelles qu'elles soient, mais qui peuvent intégrer des sociétés qui pourraient proposer une formation spécifique à l'intérieur de leurs entreprises. Ça, ce serait bien. Et en même temps, de communiquer avec nous qui les encadrons, donc de pouvoir avoir cet échange, nous de vous les envoyer, ou vous de les envoyer vers nous, mais au moins d'avoir un réseau qui se consolide. Parce que je pense qu'il y a un grand problème de communication entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur place, sur le terrain, et les grandes entreprises qui se disent « Oh, c'est un peu cheap, on ne sait pas trop ce que c'est pas très bien organisé. » Du tout. On fonctionne comme vous, comme des entreprises. On a des droits, des devoirs, des obligations financières, et surtout on a une responsabilité humaine. Vous aussi, en tant qu'entreprise, vous avez une responsabilité sociale. Et les collectivités sont le lien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Je pense que sur tout ce qui vient d'être dit, et merci de ce témoignage concret et de faire appel effectivement à un secteur auquel on peut ne pas penser, et ça renforce ce que je disais sur les types d'emplois que l'on confie ou que l'on veut confier dans certaines études aux populations de nos territoires, parce qu'effectivement on est dans des schématismes totalement répétitifs et totalement habituels, qui simplifient beaucoup la vie de tout le monde, sauf des personnes concernées, ça on est tout à fait d'accord. Alors ensuite, effectivement, l'idée de se faire appuyer par des structures sevranaises qui ensuite peuvent nous solliciter et nous dire effectivement, tiens, là il y a peut-être une action commune aux trois villes, il y a certaines actions à certains niveaux, il se trouve que le groupe industriel X ou Y a effectivement des relations économiques avec la Comaglo pour d'autres raisons et n'est pas sensibilisé aux clauses d'insertion. Ça fait effectivement tout à fait partie de notre mission à l'avenir, donc de fédérer et d'impulser une meilleure compréhension entre deux mondes. Alors effectivement, le monde de l'entreprise stricto sensu n'a pas toujours la compréhension de l'efficacité de ce que vous faites et de sa nécessité à long terme. Alors je ne parlerai pas forcément de grands méchants parce que c'est un langage que je ne reprendrai pas. Je pense simplement que certaines grandes entreprises ont leur logique d'efficacité. Parfois aussi peut-être de court terme et que finalement l'ancrage territorial de leurs établissements n'a pas toujours été la préoccupation. Ancrage territorial en matière justement d'accessibilité des populations à l'emploi notamment.
Je crois que c'est en train de changer. Et effectivement, on a une grande prise de conscience et nous travaillons avec des partenaires qui l'ont en tout cas et qui sont notamment autour de moi aujourd'hui, entre autres. Et je crois que ça peut faire modèle et ça peut justement diffuser une meilleure image de ces relations-là. Donc on a une transition toute trouvée avec Unibail et Aéroport de Paris sur votre rôle par rapport à un territoire et à certaines opérations dont on a parlé comme Aéroville. Voilà, merci. Donc très rapidement, la SCI Aéroville que je représente aujourd'hui est la société qui porte le développement du centre de commerce et de services sur les communes de Roissy et de Tremblay, et donc sur les intercommunalités Terre de France et également dans le Val d'Oise. Je rebondis sur ce que vient de dire Madame. Ici, on n'est absolument pas dans le partenariat qu'a su créer Unibail avec les différentes intercommunalités, avec les différentes communes, dans un système de marché public, puisque là, on est dans un système complètement en dehors, on est dans une initiative, une collaboration publique-privée, en dehors de tout cadre légal, réglementaire, obligatoire, où notre entreprise qui va développer un élément immobilier qui va être inscrit dans le territoire par sa nature, par son activité, qui va être un élément structurant de la plateforme aéroportuaire, mais également de tout le territoire. Et on a souhaité, les communes, les intercommunalités, très tôt, avoir le souci, en dehors de tout cadre réglementaire, de développer l'équivalent de clause d'insertion de marché public entre nous, parce que justement, certaines entreprises, et je pense que c'est la même démarche à Aéroport de Paris, qui sont ancrées dans le territoire sur le long terme, ont cette vocation à assumer un rôle de responsabilité sociale dans le territoire dans lequel elles sont implantées. Ce que, dans les mots que M. Gentilhomme a employés et Mme Petitot aussi, je pense qu'il y en a qui sont très importants pour nous du côté privé, parce que pour mettre en avant ces clauses, particulièrement dans le cadre d'initiatives extra-réglementaires, et qu'elles soient efficaces le plus rapidement possible dans ce genre de partenariat, il y a des éléments qui sont très très forts. C'est les éléments de couverture, de simplicité, de circulation de l'information, d'efficacité de la couverture, également de lisibilité et de réactivité des partenaires publics dans cette démarche. Un projet comme Aéroville, ça va être une course contre la montre pour nous. On a 27 mois, on va être pourvoyeur de beaucoup d'emplois, nous directement relativement peu, mais les entreprises de construction qui vont travailler pour nous, les enseignes qui vont venir s'installer dans le centre de commerce et de services, vont être des gros pourvoyeurs d'emplois. Mais on est dans une course contre la montre. Et pour tenir les enjeux de course contre la montre que nous avons, nous, on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui couvrent largement le territoire, mais dont on connaît la lisibilité, dont on est capable de donner à l'entreprise, à l'enseigne qui va venir s'installer, à l'entreprise de construction, à l'enseigne qui va venir s'installer dans le centre commercial, de lui dire la porte d'entrée en intercommunalité et même en interdépartementalité en ce qui nous concerne, elle est ici et c'est un fonctionnement qui sait vous orienter vers les bonnes mairies, vers les bonnes compétences et qui sait vous garantir un maximum d'efficacité dans ces clauses d'emploi et clauses d'insertion. Et c'est vraiment les mots, en tout cas, voilà, moi je suis juste là pour donner une illustration du partenariat qu'on essaye de trouver entre acteurs publics et privés, mais en tout cas les mots de lisibilité, simplicité et réactivité sont vraiment ceux que voilà, j'ai apprécié d'entendre et qu'on apprécie d'éprouver au quotidien, que ça soit avec Terre de France et également avec vos confrères, je ne sais pas comment dire, du Val d'Oise. Voilà. Quand vous parlez d'emploi et en phase de construction du site et en phase de commercialisation, tous les emplois générés voilà, par... Tout à fait. Nous, en fait, il y aura deux types d'emplois dans le cadre d'un tel projet. Il y a tous les emplois qui sont liés à l'acte de construire, donc par notre entreprise, également par les magasins qui vont venir s'implanter, qui auront également la décoration de leurs magasins. C'est toute la phase de construction, et puis naturellement la phase d'exploitation derrière, où, j'ai envie de dire en plus, les genres d'emplois qui sont créés dedans sont assez souvent vecteur d'ascenseur social, puisqu'on peut souvent commencer vendeur dans un magasin, puis devenir chef de rayon. Je veux dire, dans les filières dans lesquelles l'ascenseur social marche bien, le commerce est une vraie réalité, mais donc tous ces emplois qui vont suivre en phase d'exploitation pendant toute la durée de vie de l'équipement. Vous avez des chiffres On a des chiffres en période d'exploitation, ça sera le jour de l'ouverture, au moins 1500 emplois, et on montera assez rapidement au-delà de 2500 emplois qui seront créés, équivalents temps plein, lorsque le centre fonctionnera à plein. Donc on sera bien sur une zone de recrutement régional, interrégional, alors, ou plus interdépartemental en tout cas aujourd'hui, et interrégional s'il le faut.
Oui, alors écoutez, moi je suis ravie de la tournure de cette table ronde parce que j'avais toutes mes antisèches grâce à ma collègue juriste du service des marchés pour vous parler des clauses d'insertion sociale des marchés que passe Aéroport de Paris. Mais du coup, je vais adapter complètement et je vais prendre un sujet que je connais par cœur. Et je voulais justement dire que les clauses sociales ne sont qu'un dispositif. Je lis ce que Monsieur Loquet, la phrase de Monsieur Loquet en tout cas, et c'est ce que je voulais commencer par là, en disant que les clauses sociales des marchés ne sont qu'un aspect de toute la politique que moi j'appellerais sociétale du développement durable. En tout cas, je prends donc ma casquette Aéroport de Paris, mais aménageur d'un parc d'activités, du premier parc d'activités, bien sûr c'est un aéroport, mais du premier pôle moteur, du premier pôle de développement économique en Île-de-France. Une particularité, c'est que il est implanté sur 3 départements. Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise. C'est aujourd'hui 86 000 emplois. La Seine-Saint-Denis, et je suis très fière de le dire puisqu'on est au cœur de la Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis représente à peu près 19% de mémoire de l'emploi de ce territoire. Et les villes de Tremblay, il y a Aulnay ensuite, de mémoire, Villepinte et Sevran sont les plus grosses villes pourvoyeuses d'emplois sur la plateforme aéroportuaire. Bien évidemment, c'est insuffisant. Et là, je vais revenir tout de suite à l'ensemble des actions que nous, on a mis en place depuis de nombreuses années. Et alors, du coup, actions que l'on mène avec les entreprises de la plateforme. Aujourd'hui, c'est près de 700 entreprises sur cette plateforme aéroportuaire. Donc, action sociétale, donc on dit sociale. Moi, je préfère sociétale. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, nous, en tout cas, on préfère sociétale parce que sociale, je trouve que c'est une connotation RH de l'entreprise. Et là, je ne vais pas vous parler des actions sociales d'Aéroport de Paris pour son personnel ou même pour les alternants. On en parlait tout à l'heure, Daniel. On est largement au-dessus de la moyenne, en tout cas sur l'insertion en matière de jeunes, etc. Mais je ne vais pas vous le parler de ça. Nous, on est persuadés que le développement d'une zone telle que la nôtre, en tout cas, ne peut se faire sans l'insertion avec les territoires. L'insertion avec les territoires, alors évidemment 3 départements, bien sûr, mais l'insertion avec les territoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas développer un pôle d'emploi, un pôle économique, dès l'instant où on développe de l'implantation d'entreprises ou de la création d'entreprises, on développe forcément de l'emploi, et moi j'ai les 2 casquettes. On ne peut pas développer un pôle de cette importance au sein de 3 départements, dont 2 des 3, je mettrais presque la Seine-et-Marne un tout petit peu à part, parce que le territoire est un peu différent dans sa composition, dans son urbanisme. Mais on ne peut pas développer une zone de cette importance sans travailler avec les 2 départements et notamment la Seine-Saint-Denis. J'entendais tout à l'heure que la ville de Sevran, c'était 20% de taux de chômage et on ne pourrait pas comprendre et continuer dans un pôle en prospérité sans travailler avec les territoires. Et pour votre information, mais Compétences Emploi le sait bien, Aéroport de Paris est signataire depuis 3 ans maintenant d'un engagement et d'une charte avec la ville de Sevran et Compétences Emploi afin de mener des actions ensemble pour favoriser l'emploi. L'emploi, c'est l'emploi sous toutes ses formes. Ça veut dire que nous, on œuvre avec les entreprises, avec les conseils généraux. J'ai vu que le CG 93 était dans la salle et Raphaël, que je connais bien puisqu'on travaille ensemble, et avec les directs, avec les pôles emploi, on œuvre ensemble à faire en sorte de faire des séminaires d'information métier, on en a parlé tout à l'heure, je l'ai entendu, on en a encore fait un nous la semaine dernière pour à peu près 80 demandeurs d'emploi, on le fait 2 fois par an, 80 demandeurs d'emploi dont il y en avait 5 je crois de compétences emploi la semaine dernière. C'est aussi d'aller dans les collèges et les lycées, expliquer ce que sont les métiers aéroportuaires et encore une fois là j'ai la casquette aménageur de la plateforme, je n'explique pas les métiers d'Aéroport de Paris, mais bien évidemment, les différents métiers, il n'y a pas qu'hôtesse, et on le dit souvent aux gens, il n'y a pas qu'hôtesse et pilote sur un aéroport. C'est aussi œuvrer avec des entreprises d'insertion. Il y a une des entreprises, parce que c'est aussi l'accès à l'emploi, et on a mis en œuvre depuis près de 15 ans, et grâce à ARS, à l'époque, avec Monsieur Gagnère à l'époque, on a mis en œuvre sur cette plateforme, ça a beaucoup évolué depuis, Papa Charlie,
qui est une association qui loue des véhicules, mais tout le monde connaît ça à Sevran, notamment qui loue des véhicules à des demandeurs d'emploi qui retrouvent un emploi sur la plateforme, moyennant le prix d'une carte orange. Ils ont la véhicule, 7 jours sur 7. C'est tout ça, hein, je suis un peu désolée, mais c'est vrai que tout ça, c'est bon. La crèche est un peu différent, mais parce que, mais c'est aussi un accès à l'emploi. Bien évidemment, un comité habitat pour le logement, j'ai entendu parler du logement tout à l'heure. Donc on a aussi créé un comité habitat. Avec ce comité habitat, on a créé une résidence sociale sur Roissy. Avec ça aussi, c'est de l'accès à l'emploi. Et alors, bien évidemment, toutes les actions, je l'ai dit à la fin parce qu'elles sont, j'allais dire, un peu plus classiques, toutes les actions de forum de recrutement que l'on mène avec Pôle emploi et les entreprises de la plateforme, bien sûr, afin de faire en sorte de faire venir des demandeurs d'emploi des 3 territoires, des jobs d'été. La commune, on travaille beaucoup aussi avec la commune de Temperley. Notre rôle dans tout ça, et je répondrai à vos questions bien évidemment avec mes collègues, le rôle d'Aéroport de Paris, c'est d'être un peu fédérateur et d'être au cœur de ce réseau, au cœur de cette plateforme qui quelque part nous appartient, puisqu'on en est le propriétaire et l'aménageur, mais c'est de travailler avec les entreprises qui sont implantées sur la plateforme aéroportuaire. C'est pas toujours facile de travailler tous ensemble, mais de travailler d'abord avec les entreprises qui sont à nos côtés sur cette plateforme, au sein d'une communauté aéroportuaire, mais pas au sens politique ni juridique du mot, bien sûr, et afin qu'on ait tous ce même discours, mais au-delà du discours, ces mêmes actions sociétales. Et il y a quelques des exemples que vous connaissez. Je prends mes collègues de FedEx ou d'Air France, par exemple. Il y en a bien d'autres qui font directement, qui font du recrutement dans les communes et qui sont bien évidemment toujours à nos côtés dans les forums de recrutement. Donc voilà quelques-unes. Alors on avait sur le Val d'Oise, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un du Val d'Oise. On a sur le Val d'Oise nous-mêmes créé un chantier d'insertion avec la DIF, avec une association. Il y a aujourd'hui une entreprise d'insertion sur le Val d'Oise qui s'appelle Stade, qui fait de la livraison de petits colis, on va dire. Et on a travaillé aussi, bien sûr, avec des entreprises d'insertion du territoire, notamment sur l'aménagement d'espaces verts. On a encore des marchés. On a, avec ARES, un peu plus récemment, travaillé sur du nettoyage de véhicules. Donc, on est au cœur des territoires sur ces sujets. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a 3 départements. Pour revenir à Terre de France, et on travaillait tout à l'heure au cours du déjeuner avec Daniel, mais il y a longtemps qu'on travaille avec Marc et Daniel sur pas mal de sujets, notamment sur l'aménagement de la ZAC Sud, et on était en train de s'interroger et de réfléchir tout à l'heure avec Terre de France. C'est presque un scoop qu'on vous donne. Alors là, on n'en est qu'à l'idée dans nos têtes, mais on va y travailler. Et c'était mes collègues du NIBAI qui étaient à nos côtés et avec lesquels on en parlait. Je crois que maintenant, il faut qu'effectivement, on mette l'accent. Alors, je ne parle pas de clauses d'insertion dans les marchés, puisque je vous dis, toutes mes antisèches. Bien évidemment, on a des clauses d'insertion, surtout sur des marchés de prestations de services. C'est un peu plus difficile juridiquement dans les gros chantiers. Ma collègue pourrait vous le dire. En revanche, on est en train de se dire qu'aujourd'hui, notre rôle et notre responsabilité collective, notamment avec Terre de France et avec la Comcom de Roissy, puisque notamment Unibail est implanté sur ces deux communautés, il faut qu'on arrive à trouver des actions bien en amont de l'arrivée d'une installation. Ça veut dire, comme l'a dit mon collègue d'Unibail, et j'en parlais à ma collègue en charge des gros travaux. Moi, je prends un exemple Unibail, le centre commercial, je connais moins, c'est moins mon sujet. En revanche, nous, on est en train de travailler depuis un moment sur le nouveau satellite qui est le S4, qui est pas terminé, mais qui est bien avancé. Et on va réfléchir comment, dès aujourd'hui, comme l'a fait Unibail d'ailleurs, comment dès aujourd'hui on pourrait anticiper le nombre d'emplois que ça va générer. Ça génère forcément un certain nombre d'emplois. Comment on peut d'ores et déjà étudier la typologie de ces emplois avec les entreprises, notamment là ce sont beaucoup des commerces, bien évidemment, des compagnies aériennes, mais là ce sera Air France, donc Air France on travaillera aussi avec eux. Comment on peut aujourd'hui anticiper
et déjà se mettre autour d'une table pour voir comment on peut préparer nos publics de demain. D'abord, je tiens à remercier tous les intervenants et tous les acteurs d'avoir pu organiser cette manifestation qui nous permet à tous d'avoir un dialogue commun pour une fois. Et c'est quand même très intéressant. Je vais vous présenter ARES rapidement. Donc ARES, c'est une structure qui gère aujourd'hui 110 encadrants, qui encadre 420 salariés en insertion. Donc ça, nous avons 4 agences, une agence à Paris dans le 18e, une agence dans le 94, une agence dans le 93 dont je suis le serviteur, et une agence dans la région bordelaise, qui est une particularité puisque nous recevons dans cette agence des personnes qui sont éloignées de l'emploi, mais très fortement, puisque ce sont en général des SDF avec des complications de santé, et qui sont des personnes qui ont plus de 50 ans ou 55 ans, et que nous emmenons gentiment vers la retraite. Donc c'est une agence un peu particulière. Pour ce qui est du 93, donc nous sommes une entreprise d'insertion particulièrement active sur le secteur. Nous travaillons avec beaucoup de personnes, donc ADP entre autres, avec qui nous avons plusieurs chantiers. Pour vous situer un petit peu notre situation par rapport au monde de l'entreprise et des clauses d'insertion. Pour nous, c'est un enjeu extrêmement important, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un vecteur d'emploi, ça on en est tous conscients, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'une structure comme ARES, nous vivons de 18% de fonds d'État, et nous avons 90% de fonds propres. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas des partenaires au niveau des structures, enfin au niveau des entreprises, notre structure n'est pas viable. Donc pour nous, le développement des clauses d'insertion est particulièrement vital. Alors moi, je vais m'attacher quand même à 2 points. On a parlé ce matin d'emplois ponctuels avec des personnes que nous mettons sur comment appeler ça, sur des chantiers qui sont d'une durée d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois quelques mois. Mais que deviennent-ils après? Or, chez ARES, on a une autre philosophie, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt orienté emploi durable. D'une personne qui rentre chez nous devient salarié de l'entreprise avec un parcours qui ne peut pas excéder 2 ans. Mais en général, les sorties s'effectuent entre 14 et 15 mois avec une formation qualifiante. C'est là-dessus que je voudrais qu'on appuie. Pourquoi? Parce que prendre une personne, la faire travailler pendant quelque temps, c'est sûr que ça va alimenter la marmite. Mais ensuite, il faut que cette personne puisse sortir vers l'emploi. Et il est important aussi que les entreprises jouent le jeu. Aujourd'hui, je vais prendre des exemples concrets pour les acteurs de terrain, ils vont très vite comprendre ce que je veux dire, mais prendre une personne pour arroser le tas de sable parce qu'il y a du vent, ou ouvrir la barrière et faire rentrer les engins de chantier, c'est pas tellement valorisant. Ça ne construit pas un parcours professionnel. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est que vraiment que nos acteurs prennent conscience de ça. Il faut qu'on puisse faire de la formation. Il faut vraiment que les gens sortent avec une possibilité d'emploi réelle et pas ponctuelle. Pour ce qui est aussi des clauses d'insertion, il est important que l'on vérifie les lots attribués. C'est là-dessus que l'on peut jouer en réalité. Si on vise bien, si on est particulièrement précis au niveau des lots, on peut attribuer plus facilement des lots à des structures d'insertion. Et ça, il faut vraiment travailler là-dessus. Et il faut aussi que tous les partenaires au niveau de l'insertion puissent s'entendre. J'ai un slogan, il n'y a pas de concurrence dans la misère, donc on peut tous travailler ensemble. Il s'avère qu'il y a un certain nombre de chantiers que l'on peut partager avec plein de structures. Ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit peu de concurrence entre structures, et c'est très dommage. Surtout qu'il y a souvent des batailles de clochers. C'est vraiment, et ça, c'est au détriment de nos salariés en insertion. Voilà en gros, moi, ce que je voulais dire. Par contre, il est important aussi de voir qu'on peut développer des chantiers hors clause d'insertion, entre autres avec Aéroport de Paris. Nous avons un exemple typique. En réalité, nous avons été appelés pour travailler sur un chantier. Donc nous sommes venus avec nos garçons qui sont en insertion. Donc avec ce mot « insertion » qui fait quand même peur à beaucoup de gens. Et il s'avère que le contrat que nous avait demandé a été parfaitement réussi. Et aujourd'hui, c'est un contrat pérenne que nous avons avec Aéroport de Paris et qui est complètement hors clause d'insertion. Nous avons exactement la même chose dans le BTP. Nous avons travaillé dans le BTP, toujours avec des clauses d'insertion au départ. Et il s'avère que, à force de prouver que l'insertion devient un vrai partenaire économique et qu'il y a un encadrement qui permet justement de rendre des gens performants, on ne parle plus d'insertion, on parle d'employés standards. C'est quand même un gros mouvement au niveau de la vision de ces structures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut vraiment s'appuyer. Il faut que nos partenaires pensent vraiment à la formation. C'est le but essentiel de ces structures d'insertion.
Alors, merci de nous donner la parole. Évidemment, je vais évoquer l'histoire de deux régies de quartier. Une toute nouvelle, puisque effectivement sur le territoire de Villepinte, création en 2009, mise en place économique en janvier 2010. Aujourd'hui, après pas mal de mois de développement, il s'avère qu'il faut absolument trouver de nouveaux marchés, de nouveaux partenariats. Et puis, ce rapprochement avec cette régie de Tremblay qui a été créée en 93, ce croisement de compétences, cette mutualisation dans les moyens et dans les hommes, nous amène aussi à nous positionner sur des territoires. Et c'est pour ça que nous avons été amenés à répondre conjointement sur un marché pour qu'on puisse effectivement partager, on va dire, la galette pour le public que nous accueillons tous les jours. Notre souci, c'est que les bailleurs aujourd'hui n'ont plus les mêmes types de commandes qu'autrefois, et nous sommes contraints de réorienter finalement notre axe économique. Oui, parce que finalement, c'est soit les structures d'insertion ont déjà une taille suffisamment critique pour répondre à un haut volume de commandes, ou alors on est plutôt sur une logique où vous constituez une plateforme pour répondre ensemble à une commande. Donc on est bien là-dessus. Voilà, complètement. Et puis c'est aussi ce croisement de compétences. Nous avons des compétences un peu communes, mais complémentaires aussi. Et c'est ce qui fait aussi notre force, parce qu'on veut absolument relever aussi le niveau technique de nos interventions auprès des demandeurs de nos commandes, finalement. Et nous, on a vraiment envie d'apporter cette chance au travers de la formation, au travers de cet emploi que l'on va pouvoir proposer sur nos territoires et pour des personnes qui habitent les quartiers dits difficiles. Voilà, c'est notre challenge de tous les jours. Je vois bien aussi la difficulté ici de pouvoir développer une nouvelle structure sur un nouveau territoire, parce qu'il faut faire accepter cette idée-là. Et puis j'aimerais aussi dire que on aimerait trouver aussi des partenaires. Arès l'a bien dit, qu'il ne devrait pas y avoir de concurrence dans cette misère organisée. Et voilà, nous c'est un peu notre détermination, notre fil rouge au quotidien. Alors ce que j'attends moi effectivement de la communauté d'agglo finalement, c'est aussi des liens précieux que l'on peut avoir avec des entreprises. Parce qu'il ne faut pas faire chambre à part, il faut trouver de vrais partenaires et aussi de penser à cette sortie positive qu'il faut organiser. Et c'est grâce aux liens avec les entreprises que l'on va pouvoir organiser tout ça. Donc je pense que la dimension d'agglomération, c'est aussi cette dimension où on pourra intervenir sur 3, voire plus de communes. Parce qu'il faut sortir de cet aspect quartier, ville, pour aller au-delà et pour trouver de nouveaux marchés. Il y a aussi l'autre volet qui est sur les demandeurs d'emploi et comment. Alors, on a d'un côté effectivement des agents à qui on demande de placer les habitants ou d'un quartier bien délimité, ça s'appelle l'ASUS, ou alors d'une ville parce que les taux de chômage sont importants. Et en même temps, on a tous le bon sens de dire oui, mais on sera peut-être meilleur si on mutualise des CV et si on est sur une approche un peu globale d'un territoire. Donc l'idée était que voilà, vous ameniez un peu la réflexion sur comment on peut mutualiser des engagements d'insertion d'entreprises qui ont à répondre sur un territoire donné à plusieurs demandes de ce qu'on appelait ce matin les clients. Et donc comment on gère ça? Et peut-être que derrière ça, c'était aussi de dire que finalement, il n'y a toujours pas de cadre posé entre chargés de mission pour jouer cette mutualisation. Oui, effectivement. Donc la mutualisation des heures réalisées par un salarié sur plusieurs chantiers de différentes communes peut être une réponse collective apportée par chaque structure opérationnelle qui intervient sur chaque territoire. Donc aujourd'hui, on a quelques expériences qui nous montrent effectivement que ça ne marche pas forcément très bien, dans le sens où on peut avoir effectivement un manque de coordination lié effectivement au manque de communication tout simplement entre les entreprises et les structures qui mettent à disposition des salariés. L'avantage néanmoins de cette mutualisation, c'est effectivement de pouvoir mettre en place, faciliter la mise en place de parcours qualifiants
pour des salariés qui peuvent effectivement effectuer des heures sur un ou plusieurs chantiers. Ça peut être effectivement une solution pouvant permettre à l'entreprise d'atteindre plus facilement ses objectifs d'insertion. Ça permet effectivement de mieux travailler ensemble et de mieux connaître les salariés qu'on positionne sur les chantiers par l'apport d'expérience de chaque structure. C'est vrai que je vais peut-être rebondir un peu avant de développer sur la dimension intercommunale. C'est vrai qu'on parle beaucoup de communautés d'agglomération. Et en fait, je pense que la dimension intercommunale revêt plusieurs aspects. Donc on a la dimension plus géographique, une dimension politique et plus une intercommunalité de projet. La maison de l'emploi aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est intercommunale de fait, puisqu'elle intervient sur 2 territoires, donc Aulnay et Villepinte. Donc du coup, l'intercommunalité existe depuis effectivement le démarrage de la gestion des clauses. Aujourd'hui, on est amené à travailler avec plusieurs partenaires sur Sevran, Tremblay, Leblanc-Ménil et j'en passe, puisque dans le cadre effectivement des groupes de travail, des réunions de coordination de la directe qu'on a évoquées ce matin. Donc on travaille collectivement sur des actions qui sont mises en place par des structures du 93 de manière générale. Et là, effectivement, donc on réfléchit à comment bien travailler ensemble, comment effectivement mettre en place des outils qui pourraient servir à chacun d'entre nous, comment avoir une cohérence d'action justement par rapport à la sécurisation des parcours des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires des clauses. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut effectivement pouvoir ramener à l'échelon local. Il y a une intervenante qui a dit tout à l'heure que la proximité, en fait, que la recherche de proximité des habitants était quelque chose de très présent. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, on travaille effectivement dans un groupe partenarial dans le cadre de la communauté d'agglomération. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va effectivement, on ne va pas relayer les informations sur les structures locales. Bien au contraire, on va effectivement s'appuyer sur toutes les ressources, les compétences qui existent pour pouvoir mutualiser les moyens et de fait mutualiser ces heures d'insertion. Par contre, on aurait effectivement besoin d'un cadre, un dispositif intégré qui permette effectivement d'intervenir à toutes les phases effectivement de la mise en œuvre de la clause jusqu'au suivi sur le terrain, au bilan, etc. De fait, pouvoir relayer et ne pas oublier effectivement les pratiques de chaque structure opérationnelle. C'est clair qu'on a des pratiques tout à fait différentes, qui peuvent être complémentaires mais fort différentes. Et c'est vrai que c'est peut-être à la communauté d'agglomération, effectivement, de fédérer tout ça et de faire en sorte que les choses se passent bien sur le terrain.